Nous avions économisé pendant 2 ans pour notre voyage d'anniversaire. La veille de notre vol, ma mère m'a appelé. Ta sœur a besoin que tu gardes les enfants. J'ai répondu, non. Mon père m'a envoyé un SMS, la famille passe avant tout. J'ai éteint mon téléphone et j'ai embarqué dans l'avion. Quand nous avons atterri, j'avais 43 appels manqués. Je m'appelle Olivier. J'ai 34 ans, et je veux vous raconter la fois où j'ai pris l'avion avec 43 appels manqués qui m'attendaient de l'autre côté. Mais avant d'en arriver à ce magnifique désastre, j'ai besoin de vous donner un peu de contexte, car sans cela, vous penserez que je suis juste un type qui a ignoré sa famille pour des vacances. Et honnêtement, j'aimerais que ce soit aussi simple. Je suis marié à ma femme, Garance, depuis 7 ans. Si vous vous posez la question, oui, c'est son vrai prénom. Et oui, elle a entendu toutes les blagues sur la fleur et la couleur auxquelles vous êtes sur le point de penser. Garance est le genre de personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde, écrit des cartes de remerciement à la main, et a un jour traversé tout Lyon sous un orage pour apporter de la soupe à une collègue qu'elle connaissait depuis 2 semaines. C'est un meilleur être humain que ce que je mérite. Et je ne dis pas ça juste pour marquer des points. Je le crois sincèrement. Maintenant, voici ce qu'il en est de ma famille. J'ai grandi dans une maison où tout tournait autour de ma sœur aînée, Chloé. Et écoutez, j'aime Chloé. C'est ma sœur. Mais à partir du moment où j'ai été assez grand pour comprendre ce qui se passait, il était assez clair que l'orbite familiale n'avait qu'un seul soleil, et ce n'était pas moi. Chloé a été la première petite fille, la première à obtenir un diplôme universitaire, la première à se marier, la première à avoir des enfants. Chaque étape qu'elle franchissait était traitée comme une fête nationale. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec mention, mon père a dit, et je cite, « C'est super, mon grand. » Et, ta mère t'a dit que Chloé pensait à refaire sa cuisine? J'étais assis là, dans ma tenue de diplômé, avec l'impression d'être un figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Chloé a épousé un gars nommé Romain quand elle avait 25 ans. Romain fait partie de ces hommes qui ont toujours une excellente idée d'entreprise qui ne marche jamais vraiment. Il a été trader indépendant, consultant en crypto-monnaie, coach de vie, et plus récemment, il a lancé une sorte d'entreprise de saucisson artisanal qui a duré environ 4 mois avant que les services d'hygiène n'aient leur mot à dire. Pendant tout ce temps, Chloé est restée à la maison avec leurs 3 enfants, Léo, Manon, et le petit Romain Junior, que tout le monde appelle le poussin pour des raisons dont personne ne se souvient. Ce sont de bons enfants. Chaotiques, bruyants et capables de détruire un salon en moins de 6 minutes, mais de bons enfants. Le problème, c'est que mes parents, Henri et Lorraine, ont passé la dernière décennie à agir comme si le chaos de Chloé était la responsabilité de tout le monde. Quand l'empire du saucisson de Romain s'est effondré, devinez qui leur a prêté l'argent du loyer. Olivier. Quand Chloé a eu besoin de soins dentaires d'urgence et que leur mutuelle avait expiré parce que Romain avait oublié de payer les cotisations, devinez qui a couvert les frais? Olivier. Quand ils ont eu besoin de quelqu'un pour garder les enfants un week-end sur 2 pour que Chloé puisse décompresser, devinez qui a réorganisé tout son emploi du temps. Si vous avez deviné Olivier, félicitations. Vous voyez le schéma. Et à travers tout cela, est-ce que quelqu'un a déjà dit merci? Est-ce que quelqu'un a déjà reconnu que Garance et moi avions peut-être nos propres vies, nos propres projets, nos propres affaires en cours? Pas vraiment. Dans ma famille, aider Chloé n'était pas une faveur. C'était une attente. C'était la norme de base. Vous n'obteniez pas plus de reconnaissance pour cela que vous n'en obtiendriez pour le simple fait de respirer. Il y a environ 2 ans et demi, Garance et moi étions allongés dans le lit et elle s'est tournée vers moi et a dit « Je veux aller en Grèce ». Elle voulait y aller depuis qu'elle était enfant. Depuis que sa grand-mère lui avait montré des cartes postales de Santorin et lui avait raconté des histoires sur des bâtiments blanchis à la chaux face à une eau si bleue qu'elle ne semblait pas réelle. Sa grand-mère est décédée avant qu'elle ne puisse jamais y aller ensemble. Et c'était resté dans le cœur de Garance comme une blessure ouverte depuis lors. Alors nous avons fait un plan. Nous avons ouvert un compte d'épargne séparé, mis en place des virements automatiques, réduit nos sorties au restaurant, et pendant 2 ans, nous avons regardé ce chiffre grimper. 23 000 €. Les vols, les hôtels, les visites, l'argent de poche, tout y était. Nous voulions bien faire les choses. Notre 7e anniversaire de mariage était la date cible, et nous comptions les jours depuis des mois. Garance et moi n'avions jamais pris de vraies vacances ensemble. Notre lune de miel a été un long week-end dans une chambre d'hôte dans le Beaujolais, à 1 heure de Lyon,
parce que je venais de commencer un nouveau travail. Chaque année depuis, quelque chose se présentait. Chloé avait besoin d'aide. Mes parents avaient un problème. L'argent venait à manquer parce que j'en avais encore prêté à ma sœur. Chaque année, nos projets étaient repoussés à cause de l'urgence de quelqu'un d'autre. Pas cette fois. Cette fois, nous avions l'argent de côté, les vols réservés, les hôtels confirmés et 2 semaines de congés payés approuvés. Garance avait acheté une nouvelle robe d'été et un carnet de voyage. J'ai téléchargé 3 applications différentes pour planifier notre itinéraire. Nous partions un samedi matin, et le samedi soir, nous regarderions le coucher du soleil depuis une terrasse à Athènes. Le jeudi précédant notre vol, j'ai fait l'erreur de mentionner le voyage chez mes parents lors d'un dîner de famille. J'étais resté vague à ce sujet exprès, disant juste que nous partions en voyage, sans détail. Mais ma mère a insisté et je leur ai dit, la Grèce, 2 semaines, vol samedi matin. Le visage de ma mère a fait cette chose où son sourire est resté en place, mais ses yeux sont devenus complètement inexpressifs comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur derrière eux. Elle a dit, oh, c'est un long voyage. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Chloé a demandé combien cela coûtait et quand je n'ai pas répondu, elle a dit qu'il devait être agréable d'avoir ce genre d'argent qui dormait. Romain a ri. Garance m'a serré la main sous la table. Nous avons quitté le dîner tôt. Garance n'a rien dit dans la voiture pendant les 10 premières minutes, puis elle a dit, ils vont essayer quelque chose. Tu le sais, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Elle m'a jeté un regard qui disait qu'elle m'aimait mais pensait aussi que j'étais incroyablement naïf. Elle a toujours raison. Je devrais vraiment commencer par ça. Vendredi soir, la nuit précédant notre vol de 6 heures du matin, nos valises étaient prêtes, alignées près de la porte d'entrée comme de petits soldats. Garance avait préparé nos tenues de voyage. J'ai vérifié les passeports 3 fois. Nous étions au lit à 21h30 parce que nous devions être à l'aéroport à 4 heures du matin. Tout était parfait. Mon téléphone a sonné à 22h15. C'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose dans mes tripes me disait de ne pas le faire. Mais des décennies de conditionnement sont difficiles à ignorer. Alors j'ai décroché. Olivier, mon chéri, j'ai besoin que tu m'écoutes, a-t-elle dit. Et sa voix avait ce ton. Ce ton spécifique qu'elle utilise quand elle est sur le point de formuler une exigence comme un appel désespéré. Chloé a besoin de toi. Voici l'histoire qu'elle m'a racontée. Romain avait apparemment décroché une sorte de mission de conseil de dernière minute à l'autre bout de la France. Il partait samedi matin et ne reviendrait pas avant le vendredi suivant. Chloé avait un engagement auquel elle ne pouvait pas échapper. Quelque chose à propos d'une retraite de bien-être qu'elle avait déjà payée et qui n'était pas remboursable. Donc, les enfants avaient besoin de quelqu'un pour les garder pendant toute la semaine. Maman, ai-je dit, en m'asseyant dans le lit. Garance était déjà réveillée et me regardait avec une expression qui ne peut être décrite que comme un « je te l'avais bien dit » sous forme humaine. Nous partons pour la Grèce demain matin. Tu le sais. Je sais, chérie, mais c'est la famille. Chloé compte vraiment sur toi. Elle a été tellement stressée ces derniers temps et elle a vraiment besoin de cette retraite pour sa santé mentale. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'ai pris une inspiration. Une longue inspiration. Le genre d'inspiration que vous prenez quand vous choisissez entre dire ce que vous voulez dire et dire ce qui maintiendra la paix. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais choisi la paix. À chaque fois. Maman, je ne peux pas. Nous planifions ça depuis 2 ans. Les vols sont réservés. Les hôtels sont payés. Je n'annule pas. Le silence à l'autre bout a duré environ 4 secondes, mais a semblé durer 1 minute entière. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Ce ton suppliant avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. Quelque chose qui ressemblait à de la déception aiguisée en une arme. Je trouve juste intéressant, a-t-elle dit, que tu puisses dépenser des milliers d'euros pour des vacances, mais que tu ne puisses pas aider ta sœur quand elle a besoin de toi. Ton père et moi ne t'avons pas élevé pour que tu sois égoïste, Olivier. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle le ressente ainsi, mais ma réponse était non. Elle a raccroché sans dire au revoir. 15 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Juste 5 mots. La famille passe en premier, Olivier.
Garance a lu le message par-dessus mon épaule et a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je l'ai aimé pour l'avoir demandé de cette façon, sans me dire quoi faire, sans me mettre la pression, en me donnant juste l'espace pour décider. J'ai pensé à chaque plan annulé, à chaque euro emprunté jamais remboursé, à chaque instant où j'ai mis ma propre vie entre parenthèses parce que quelqu'un avait décidé que ses besoins étaient plus urgents que les miens. Et j'ai pensé à Garance, qui avait attendu toute sa vie pour voir Santorin, qui avait économisé chaque euro disponible pendant 2 ans. J'ai éteint mon téléphone. J'ai réglé mon réveil pour 3h30, et je me suis endormi. Nous avons embarqué dans cet avion à 6h02 le samedi matin. Quand nous avons atterri à Athènes 11 heures plus tard et que j'ai rallumé mon téléphone, il a failli vibrer hors de la tablette. 43 appels manqués, 27 SMS, et un message vocal de ma mère qui commençait par les mots « J'espère que tu es content ». Ouais, j'étais sur le point de l'être. Je devrais vous parler de ces 43 appels manqués parce qu'ils dressent un tableau plus vif que tout ce que je pourrais décrire. Je ne les ai pas tous écoutés à Athènes. J'ai écouté les 3 premiers pendant que Garance était aux toilettes de l'aéroport. Et c'était suffisant pour me donner la saveur générale. Le premier appel était de ma mère. Laissé à 6h45 du matin, juste au moment où notre avion s'éloignait de la porte d'embarquement. Elle avait l'air plus agacée que paniquée. Olivier, c'est ta mère. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais Chloé est hors d'elle. Rappelle-moi immédiatement. Du Lorraine classique. Elle ne demande pas, elle ordonne. Le deuxième appel était de Chloé elle-même. Laissé vers 8h du matin. Sa voix avait ce tremblement particulier qu'elle fait quand elle essaie de donner l'impression qu'elle a pleuré, mais sans avoir encore vraiment versé de vraies larmes. Oli, je n'arrive pas à croire que tu sois parti. J'avais vraiment besoin de toi ce week-end. Romain est parti et les enfants sont déjà impossibles et maman dit que tu as juste éteint ton téléphone. Comment as-tu pu me faire ça? Notez la formulation. Pas comment as-tu pu prioriser ta femme et ton anniversaire et le voyage pour lequel tu as économisé. Non, comment as-tu pu me faire ça? Parce que dans le monde de Chloé, chaque décision que quiconque prend est soit pour elle, soit contre elle. Le troisième appel était de mon père. Celui-ci était plus court. Ta mère est très contrariée. Ta sœur est très contrariée. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Appelle-nous. C'était tout. Aucune mention de mon voyage. Aucune reconnaissance que peut-être, juste peut-être, j'avais une raison valable de ne pas être disponible. Dans l'esprit de mon père, l'équation était simple. Chloé avait besoin de quelque chose. Olivier ne l'a pas fourni. Par conséquent, Olivier avait tort. Fin du calcul. J'ai éteint mon téléphone à nouveau après ce troisième message vocal et je ne l'ai pas rallumé pendant 2 jours. Et vous savez quoi? Ces 2 jours à Athènes ont été incroyables. Nous nous sommes promenés dans le quartier de Plaka sans plan et sans horaire. Juste à errer dans des rues étroites bordées de bougainvilliers et à nous arrêter à ce qui attirait notre regard. Nous avons mangé dans un tout petit restaurant où le propriétaire nous a installés sur son toit et a apporté plat après plat que nous n'avions pas commandé, agitant simplement la main et disant « Vous goûtez. Vous goûtez. » Garance a essayé le poulpe pour la première fois et a fait une grimace que je chérirai pour le reste de ma vie. Nous nous sommes tenus à l'acropole à l'heure dorée et elle a attrapé mon bras et n'a rien dit pendant 5 bonnes minutes. Elle est restée là à regarder la ville avec des larmes coulant sur son visage. Pas des larmes de tristesse, le genre que l'on a quand quelque chose que l'on a imaginé toute sa vie s'avère être encore mieux que ce que l'on avait imaginé. C'est là que j'ai su avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Le lundi matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone et commencé à lire les messages. Les premiers étaient des variantes des messages vocaux. Déception, culpabilisation, exigence de rappel, mais ensuite ils ont commencé à s'intensifier. Ma mère avait envoyé au moins une 12aine de SMS. La progression est passée de « appelle-moi » à « c'est inacceptable » jusqu'à « je n'ai jamais été aussi déçu par vous deux et voici celui qui m'a vraiment touché. Ta grand-mère aurait honte de toi. Ma grand-mère, qui était morte depuis 6 ans, était utilisée comme arme depuis la tombe. C'est un nouveau niveau de culpabilisation, même pour ma mère. Les messages de Chloé étaient plus dramatiques. Elle m'a envoyé une photo du poussin en train de pleurer avec la légende « c'est ce que tu rates ». Elle en a envoyé un autre qui disait « la mère de Romain ne peut pas aider non plus, alors je suppose que je dois tout annuler parce que personne ne se soucie de moi. »
puis elle a envoyé un long paragraphe sur le fait que j'avais toujours été jaloux d'elle. Et c'était ma façon de la punir d'être la favorite. J'ai lu celui-là 2 fois parce que je ne pouvais sincèrement pas dire si elle était sérieuse ou si elle m'avait accidentellement envoyé quelque chose qu'elle voulait mettre dans une conversation de groupe. Mon père a envoyé exactement un autre message après le premier. Il disait « Ne te donne pas la peine de venir à Noël ». C'était début octobre, soit dit en passant. L'homme me désinvitait de manière préventive d'une fête qui devait avoir lieu presque 3 mois plus tard. Une vieille stratégie. Mais voici ce qui a vraiment retourné le couteau dans la plaie. Pendant que je faisais défiler les messages, j'ai remarqué quelque chose. Pas une seule personne n'avait demandé où nous étions. Pas un seul message ne disait « Vous allez bien » ou « Êtes-vous bien arrivé » ou « Comment se passe le voyage ?» Tout tournait autour de ce que je ne faisais pas pour eux. Personne ne se souciait de savoir où j'étais. Ils se souciaient seulement de savoir où je n'étais pas. J'ai montré les messages à Garance pendant le petit déjeuner à notre hôtel. Elle les a lus lentement, sirotant son café, son expression passant de l'irritation à quelque chose de plus triste. Quand elle a fini, elle a posé le téléphone et a dit « Olivier, je veux te dire quelque chose, et je veux que tu l'entendes vraiment. » J'ai hoché la tête. Elle m'a pris la main à travers la table et a dit « Tu ne leur manques pas. C'est ce que tu fais pour eux qui leur manque. Il y a une différence, et c'est la différence qui compte. » Je suis resté avec ça pendant un long moment. Je suis resté avec ça pendant que nous prenions le ferry pour Mykonos, pendant que nous marchions le long du front de mer à la Petite Venise, pendant que nous regardions les pélicans se dandiner comme s'ils étaient propriétaires des lieux. J'ai continué à retourner ça dans mon esprit comme un caillou dans ma poche. Tu ne leur manques pas, c'est ce que tu fais pour eux qui leur manque. Le fait est qu'une partie de moi l'avait toujours su. Je l'avais su quand mes parents avaient oublié mon 30e anniversaire parce qu'ils étaient occupés à planifier la fête prénatale de Chloé pour le poussin. Je l'avais su quand Chloé m'avait appelé 2 heures après mon mariage pour me demander si je pouvais lui prêter de l'argent pour les frais de scolarité de Léo. Je l'avais su quand mon père m'avait dit qu'il était trop occupé pour venir me voir être promu ingénieur en chef dans mon entreprise, mais avait conduit 4 heures pour regarder le fils de Chloé jouer au foot. Je l'avais su toute ma vie. Je ne m'étais juste jamais autorisé à le dire à voix haute. Lors de notre 4e nuit en Grèce, Garance et moi étions assis sur un balcon à Santorin, celui dont elle rêvait depuis l'âge de 7 ans. Le soleil se couchait et tout le ciel semblait en feu. Tout orange et rose et or se fondant dans l'eau la plus bleue que j'ai jamais vue. Elle s'est appuyée contre moi et a dit « Merci de nous avoir choisis ». Et quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui pliait depuis des années a finalement cédé, mais a cédé de la bonne manière. La manière dont un os guérit plus fort après avoir été bien remis en place. J'ai décidé juste là, en regardant le soleil disparaître dans la mer Égée, que les choses allaient changer. J'en avais fini d'être le distributeur de billets de la famille. J'en avais fini d'être le babysitter d'urgence, le frère de soutien émotionnel, le gars qui laisse tout tomber parce que quelqu'un d'autre n'a pas planifié sa vie correctement. Je n'allais pas être cruel à ce sujet. Je n'allais pas brûler les ponts ou envoyer un manifeste dramatique. J'allais juste arrêter de me porter volontaire pour porter un poids qui n'a jamais été le mien à porter. Nous avons passé le reste du voyage exactement comme nous l'avions prévu. Délos, Naxos, puis retour à Athènes pour les 2 derniers jours. Garance a rempli son carnet de voyage d'un bout à l'autre. J'ai mangé plus d'agneau qu'une personne ne devrait en consommer en l'espace de 2 semaines. Nous avons plus ri que nous ne l'avions fait depuis des années. Nous nous sommes tenus par la main comme si nous avions de nouveau 22 ans. Pendant 14 jours, personne ne m'a demandé d'argent. Personne n'a eu besoin de moi pour régler ses problèmes, et personne ne m'a fait me sentir coupable d'exister selon mes propres termes. Quand nous sommes rentrés à la maison, bronzés, reposés et portant environ 20 kilos d'huile d'olive et de souvenirs à nous deux, j'ai envoyé un seul message dans la conversation de groupe de ma famille. Il disait « Nous sommes bien rentrés. Le voyage était merveilleux. J'espère que tout le monde va bien. » Court, poli, neutre. Ma mère a répondu 3 heures plus tard avec « Contente que vous vous soyez amusés. » Chloé a dû annuler sa retraite. Elle est très contrariée. Pas de bienvenue à la maison. Pas de contente que vous soyez sains et saufs. Juste un rappel de plus que mon bonheur avait coûté quelque chose à Chloé. Je n'ai pas répondu. Et honnêtement, ce silence m'a semblé être la chose la plus puissante que j'ai faite en 34 ans. Le premier mois après notre retour de Grèce a été comme vivre pendant la guerre froide.
Personne ne m'a appelé. Je ne les ai pas appelés. Pour la première fois depuis que je pouvais m'en souvenir, mon téléphone ne vibrait pas avec des demandes de ma famille. Et le silence était à parts égales paisible et troublant. Comme quand vous vivez près d'une voie ferrée toute votre vie et puis qu'un jour les trains arrêtent de circuler. Vous devriez être soulagé, mais votre cerveau continue d'attendre le grondement. Garance a remarqué le changement en moi tout de suite, pas le silence familial. Elle en était ravie. Elle a remarqué que j'étais plus léger. Je dormais mieux. Je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 20 minutes avec cette angoisse sourde que je transportais comme un deuxième portefeuille. Elle a dit que c'était comme regarder quelqu'un enlever un sac à dos qu'il avait oublié qu'il portait. Au travail, les choses ont commencé à changer aussi. J'étais ingénieur en chef chez SGE Consultant depuis environ 3 ans à ce moment-là, et j'étais bon dans mon travail, mais je m'étais toujours un peu retenu. Pas exprès, exactement. C'est plutôt que quand vous passez toute votre vie à vous entendre dire que vos accomplissements ne comptent pas, vous finissez par y croire. Vous ne courez pas après les grosses promotions. Vous ne prenez pas la parole lors des réunions. Vous faites du bon travail et vous espérez que quelqu'un le remarquera. Et quand ce n'est pas le cas, vous vous dites que c'est bien parce qu'au moins vous êtes utile. Mais après la Grèce, il y a eu un déclic. Mon pote au travail, un gars nommé Stéphane, qui était dans le secteur depuis environ 20 ans, m'a pris à part un après-midi et a dit « Olivier, tu as plus de talent dans ton petit doigt que la moitié des types du comité de direction. Quand vas-tu arrêter d'agir comme si tu étais reconnaissant d'être ici et commencer à agir comme s'ils avaient de la chance de t'avoir ?» Stéphane est le genre de gars qui dit des choses comme ça avec zéro ironie, en vous regardant fixement comme s'il vous mettait au défi de ne pas être d'accord. Je n'étais pas en désaccord. J'ai commencé à préparer une proposition pour un projet sur lequel j'étais assis depuis plus d'1 an, une conception d'infrastructure durable pour un nouveau quartier à usage mixte à la Confluence. C'était ambitieux, bien au-delà de la portée de ce que notre entreprise entreprenait habituellement. Et une partie de la raison pour laquelle je ne l'avais jamais présenté était parce que je pouvais entendre la voix de mon père dans un coin de ma tête dire « Ne t'emballe pas, mon grand ». Mais j'avais fini d'écouter cette voix. J'ai travaillé sur la proposition pendant 3 semaines. Des nuits tardives, des matins tôt, des week-ends à la table de la salle à manger avec des plans étalés pendant que Garance m'apportait du café et me rappelait de temps en temps que les humains ont besoin de nourriture. Quand je l'ai finalement présenté aux associés chez SGE, il y a eu un silence dans la pièce qui a duré environ 10 secondes. J'ai pensé que je m'étais planté. Puis notre associée principale, une femme nommée Cordélia, qui était dans l'architecture et l'ingénierie depuis 30 ans, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Pourquoi ne nous avez-vous pas apporté ça plus tôt ?» Ils ont donné le feu vert au projet. Et non seulement cela, ils m'en ont confié la responsabilité, chef de projet à part entière, avec ma propre équipe. C'était la plus grande opportunité professionnelle de ma carrière. Et c'est arrivé parce que, pour la première fois de ma vie, je n'utilisais pas toute mon énergie à soutenir des gens qui ne l'appréciaient pas. Pendant ce temps, la guerre froide familiale continuait. J'ai eu des bribes d'informations par mon cousin Étienne, qui était ce qui se rapprochait le plus d'un allié dans la famille. Étienne était le fils de mon oncle Gustave, et il avait toujours été l'autre mouton noir. Celui qui était allé à l'école d'art au lieu de l'école de commerce et qui en entendait parler sans cesse. Il me tenait au courant par des SMS qui se lisaient comme des dépêches depuis les lignes ennemies. Selon Étienne, mes parents racontaient à la famille élargie que j'avais abandonné Chloé dans un moment de besoin pour partir dans de somptueuses vacances en Europe. Le mot somptueuse faisait beaucoup de travail dans cette phrase. Il donnait l'impression que j'avais affrété un yacht pendant que ma sœur était assise seule dans une pièce sombre. La réalité était que Chloé avait fini par demander à la mère de Romain, une femme tout à fait capable nommée Colette qui vivait à 20 minutes de là, de garder les enfants. La même Colette dont le SMS précédent de Chloé prétendait qu'elle ne pouvait pas aider. C'est drôle comme les solutions apparaissent quand le paillasson désigné n'est pas disponible. Étienne m'a aussi raconté quelque chose qui m'est resté. Il a dit que lors d'un dîner de famille auquel je n'étais pas invité, ma mère avait dit « Olivier a toujours été difficile. Même enfant, il a toujours voulu que tout tourne autour de lui. » Étienne a dit qu'il s'était presque étouffé avec son rôti de bœuf. Le gamin qui n'a jamais eu de fête d'anniversaire qui ne soit pas aussi une célébration pour Chloé. Le gamin qui portait des vêtements d'occasion pendant que sa sœur recevait de nouveaux vêtements. Le gamin à qui l'on disait de se taire à chaque fois qu'il essayait de partager de bonnes nouvelles le concernant. C'était ce gamin-là qui voulait que tout tourne autour de lui.
Le manque de conscience de soi aurait été impressionnant si ça n'avait pas été si douloureux. Vers novembre, j'ai reçu un message de Chloé. La première communication directe en environ 6 semaines. Il disait, le dîner d'anniversaire de maman et papa est le 8 décembre. Tu devrais être là. Pas une invitation, une instruction. Aucune mention de la situation en Grèce. Aucune reconnaissance qu'il s'était passé quoi que ce soit entre nous. Juste l'attente que je me pointe et que je joue mon rôle comme si de rien n'était. J'ai failli répondre quelque chose de sarcastique. J'ai failli taper, désolé, je serai occupé à être égoïste ce jour-là, mais Garance m'en a dissuadé. Elle a dit, ne leur donne pas de munitions. Sois la meilleure personne. Sois juste honnête. Alors, j'ai répondu, merci de me prévenir. J'y réfléchirai. Ce qui, dans ma famille, équivalait fondamentalement à une déclaration de guerre. Parce que la réponse attendue était, bien sûr, je serai là. Qu'est-ce que je peux apporter? Et devrais-je aussi réorganiser toute ma vie pour le dessert? Voici ce que je dirais de cette période. Les mois entre octobre et décembre ont été certains des mois les plus durs et les meilleurs de ma vie. Durs parce que je faisais le deuil non pas d'un décès mais de la perte d'un fantasme. Le fantasme qu'un jour ma famille me verrait vraiment comme quelqu'un dont les besoins, les sentiments et les rêves comptaient autant que ceux de Chloé. Je laissais tomber cet espoir et laisser tomber l'espoir est une forme de deuil en soi. Mais c'était aussi les meilleurs mois parce que je construisais quelque chose de réel. Le projet au travail prospérait. Mon équipe était incroyable. Un groupe d'ingénieurs et de concepteurs brillants et avides de succès qui travaillaient ensemble comme une machine bien huilée. Garance et moi avons commencé à planifier des choses justes pour nous. Des billets de concert, des randonnées le week-end, des cours de cuisine où nous avons si mal fait des pâtes que l'instructrice avait l'air de vouloir pleurer. Nous investissions dans notre mariage, dans notre bonheur, dans une vie qui n'était pas définie par qui avait besoin de quoi de notre part. D'ici décembre, j'étais dans la meilleure forme de ma vie sur le plan professionnel, émotionnel et personnel. J'avais l'impression d'avoir enfin compris qui était Olivier quand il n'était pas occupé à être le filet de sécurité de tout le monde. Et c'est exactement à ce moment-là que ma famille a décidé qu'elle avait de nouveaux besoins de moi. L'appel est arrivé le 3 décembre, 5 jours avant le dîner d'anniversaire de mes parents. Ce n'était pas de ma mère ni de Chloé cette fois. C'était de mon père, ce qui m'a immédiatement indiqué que quelque chose n'allait pas, parce qu'Henri n'appelle pas. Henri envoie des SMS de 5 mots et considère que c'est le summum de la communication. Pour lui, composer réellement mon numéro signifiait que la situation avait dépassé ce qu'un SMS pouvait gérer. Olivier, a-t-il dit quand j'ai décroché. Pas mon grand, pas le fils, juste Olivier, plat et sérieux. Nous devons parler. D'accord, ai-je dit. J'étais à mon bureau au travail, regardant les toits de la ville à travers la fenêtre de mon bureau. Le nouveau bureau, soit dit en passant. Le projet m'avait valu un bureau d'angle avec de vrais murs au lieu d'une séparation de box. Que se passe-t-il, papa? Ta mère et moi avons des problèmes financiers. J'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire quoi que ce soit. Alors, je l'ai écouté et honnêtement, ce qu'il m'a dit était pire que tout ce à quoi je m'attendais. Il s'est avéré que la dernière entreprise de Romain, une sorte de société de compléments alimentaires en ligne, n'avait pas juste échoué. Elle avait échoué de façon spectaculaire. Il avait contracté un prêt professionnel pour lequel mes parents s'étaient portés garants. C'est exact. Mes parents étaient propriétaires de la maison dans laquelle vivait Chloé. Ils l'avaient achetée il y a des années comme bien d'investissement et la louaient à Chloé et Romain bien en dessous du prix du marché, ce dont on ne m'avait jamais parlé. Donc, non seulement mes parents avaient subventionné le style de vie de Chloé pendant des années d'une manière que j'ignorais, mais maintenant Romain avait réussi à entraîner une propriété appartenant à mes parents dans son désastre financier. Le créancier menaçait de prendre une hypothèque judiciaire sur la propriété. La situation financière de mes parents était en danger. Ils avaient besoin de 25 000 € pour régler la dette et empêcher que les choses n'empirent. Mon père a dit tout cela sur le même ton qu'il aurait utilisé pour décrire des prévisions météorologiques. Plat, factuel, comme s'il lisait un rapport sur la vie de quelqu'un d'autre. Puis est venue la partie que j'attendais. Nous avons besoin de ton aide, Olivier. Tu es le seul en position de gérer ça. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis j'ai dit, et Chloé? Et Romain? Ont-ils contribué à quelque chose?
Mon père a fait un bruit qui était à mi-chemin entre un soupir et un ricanement. Romain n'a rien à contribuer. Tu le sais. Et Chloé fait de son mieux avec les enfants. Papa, je fais de mon mieux aussi, depuis des années. Et à chaque fois que j'ai fait de mon mieux pour cette famille. Ce n'était pas suffisant et ça n'a pas été reconnu. Tu m'as envoyé un SMS me disant de ne pas me donner la peine de venir à Noël parce que j'avais emmené ma femme faire un voyage pour lequel nous avions économisé pendant 2 ans. Un autre silence. Puis, c'était l'idée de ta mère et tu le sais. Je lui ai dit, à mon père, que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a dit, ne prends pas trop de temps. Ce qui était à peu près ce qui se rapproche le plus de s'il te plaît pour Henri. J'ai raccroché, je me suis assis dans mon nouveau bureau, j'ai regardé la ville et j'ai pensé à 25 000 euros. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Garance. Elle a écouté comme elle le fait toujours, avec toute son attention. Sans interrompre, juste en absorbant. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je parle de toi, Olivier, pas de la version de toi qui se sent obligée. Le vrai toi. Je ne veux pas juste leur donner de l'argent, ai-je dit. Pas cette fois. Pas après tout ça. Alors ne le fais pas. Mais ce sont mes parents. S'ils perdent cette propriété, leur retraite sera affectée. Ils auront de vrais problèmes. Garance a hoché la tête. C'est vrai. Mais voilà le truc. Si tu les tires d'affaire sans condition, rien ne change. Tu deviens à nouveau le distributeur de billets. Chloé et Romain ne subissent aucune conséquence. Et l'année prochaine, ce sera autre chose. Elle avait raison. Elle a toujours raison. Je devrais vraiment me faire tatouer ça quelque part. Au cours des 2 jours suivants, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai consulté un conseiller financier, un type nommé Alban, que Stéphane m'avait recommandé. Alban était quelqu'un de direct, avec une poignée de main comme un étau et un talent pour rendre simples les choses compliquées. J'ai exposé toute la situation, dynamique familiale incluse, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Alban s'est adossé à sa chaise et a dit, « Olivier, vous avez les moyens d'aider, et c'est une bonne position dans laquelle se trouver, mais vous avez aussi un moyen de pression, et c'est une meilleure position. Si vous allez mettre 25 000 euros sur la table, vous devez vous assurer que c'est une transaction, pas un don. Fixez des conditions, protégez-vous et assurez-vous que tout le monde dans cette famille comprend que la banque d'Olivier ferme définitivement après ça. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé les 2 jours suivants à préparer ce que Garance a appelé en plaisantant les accords d'Olivier. C'était une reconnaissance de dette formelle rédigée avec l'aide d'une amie avocate d'Alban nommée Solène, qui décrivait exactement ce qui se passerait si j'acceptais d'aider. Les conditions étaient simples. Je fournirais les 25 000 euros sous forme de prêt, pas de don. Ils seraient remboursés intégralement dans un délai de 5 ans à un taux d'intérêt modeste. Le remboursement serait la responsabilité de Chloé et Romain puisque c'était leur pétrin, pas celui de mes parents. Il y aurait un contrat signé. Et voici la chose la plus importante. Mes parents devraient s'assurer que la propriété était à l'abri de toute future garantie que Romain pourrait tenter d'utiliser. De plus, Romain serait tenu de suivre une formation de gestion financière avant que les fonds ne soient déboursés. J'ai aussi ajouté une clause personnelle qui, selon Solène, n'était pas juridiquement contraignante, mais que je voulais de toute façon par écrit. Elle stipulait que je faisais cela de mon plein gré et que c'était la dernière aide financière que je fournirais à tout membre de la famille. Point à la ligne. Point final. Le puits était à sec après ça. J'ai imprimé 2 copies de l'accord. Je les ai mises dans un dossier, puis j'ai appelé mon père et lui ai dit que je serais au dîner d'anniversaire le 8 décembre. Bien, a-t-il dit. Ta mère sera contente. Je ne viens pas pour dîner, papa. Je viens pour avoir une conversation et j'apporte des documents. Le silence à l'autre bout m'a indiqué qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire de cette information. Bienvenue au club, Henri. J'avais vécu dans cette confusion toute ma vie. La veille du dîner, Garance m'a aidé à choisir mes vêtements. Pas parce que j'avais besoin de conseils de mode, mais parce qu'elle a dit que je devais entrer là-dedans en ressemblant à l'homme que j'étais devenu, pas au gamin dont il se souvenait. Elle a choisi un costume bleu marine que j'avais acheté pour une présentation au travail. Pas de cravate, le premier bouton défait. Elle a redressé mon col, m'a regardé et a dit « mets-les au pied du mur ».
poliment. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents le 8 décembre avec un dossier sur le siège passager et un calme dans la poitrine auquel je ne m'attendais pas. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais pas en colère. J'étais juste prêt. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 18h15 et je suis resté assis dans la voiture pendant 1 minute. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais me souvenir de ce sentiment, de cette clarté. Pendant 34 ans, j'étais entré dans cette maison en essayant d'être assez petit pour rentrer dans l'espace qu'il m'avait fait. Ce soir, j'y entrais de toute ma hauteur. La maison sentait le rôti de bœuf de Lorraine, celui qu'elle fait pour chaque grande occasion. Chloé était déjà là, assise à la table de la salle à manger avec Romain, qui était sur son téléphone et avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Mes parents étaient dans la cuisine. Quand je suis entré, ma mère s'est retournée et m'a fait un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Olivier, tu es venu. » Comme si elle était surprise que je me sois présenté à un dîner auquel j'avais dit que j'assisterais. Comme si j'étais celui sur qui on ne pouvait pas compter. « Salut, maman. Joyeux anniversaire. » Je l'ai serré dans mes bras. C'était guindé. Mon père m'a serré la main. Chloé m'a fait un signe de la main depuis la table. Romain n'a pas levé les yeux de son téléphone. Classique. Nous nous sommes assis pour manger. Et pendant environ 20 minutes, c'était presque normal. Ma mère a parlé de son club de jardinage. Mon père a mentionné quelque chose à propos des gouttières qui avaient besoin de réparation. Chloé s'est plainte du professeur de Léo. Personne n'a mentionné la Grèce. Personne n'a mentionné les 43 appels manqués. Personne n'a mentionné le fait que nous ne nous étions pas parlé correctement depuis 2 mois. Nous faisions juste semblant, de la façon dont ma famille a toujours fait semblant, que si vous ne parlez pas de quelque chose, cela ne s'est pas produit. J'ai laissé faire jusqu'au dessert. Ma mère a apporté une tarte et pendant qu'elle la coupait, j'ai posé le dossier sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Chloé, en le regardant comme si j'avais placé un animal vivant sur la nappe. « C'est de ça que je suis venu parler. » J'ai regardé mon père. « Tu m'as appelé pour le problème d'argent. » J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé une solution. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence où l'on peut entendre l'horloge de la cuisine faire tic-tac. Ma mère a posé la pelle à tarte. Mon père a croisé les bras. Romain a finalement posé son téléphone. J'ai ouvert le dossier et présenté l'accord. J'ai expliqué chaque condition calmement et clairement, de la même façon que je présente une proposition de projet au travail. Le prêt, le calendrier de remboursement, le contrat signé, la protection de la propriété, la formation de gestion pour Romain, la clause sur le fait que ce serait la dernière fois. Quand j'ai fini, personne n'a parlé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui était probablement d'environ 15 secondes. Chloé a brisé le silence la première. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu veux que nous signions un contrat? Je suis ta sœur, Olivier, pas une affaire commerciale. » Tu as raison. Tu es ma sœur, ai-je dit. Et je t'aime. Mais j'ai donné à cette famille des milliers d'euros au fil des ans, et pas une seule fois quelqu'un ne l'a reconnu, ne m'a remercié pour ça ou ne m'a remboursé. Je ne referai pas ça. Si je dois aider, il y aura des conditions. C'est ridicule, a dit Chloé, en regardant mes parents pour chercher du soutien. Maman, dis-lui que c'est ridicule. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis mon père a parlé le premier. Laisse-moi voir ça. Il a tiré le document vers lui et a commencé à lire. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre Romain respirer. Après 1 minute, mon père a levé les yeux. Tu veux que Chloé et Romain te remboursent? Pas nous. C'est exact. C'est leur dette. Romain a causé le problème. Ça devrait être leur responsabilité. Je ne peux pas me permettre ça, a dit Romain, prenant la parole pour la première fois de la soirée. Je suis entre 2 opportunités en ce moment. Tu es entre 2 opportunités depuis 7 ans, Romain, ai-je dit. Et je n'étais pas méchant en disant cela. Je l'ai dit comme on énonce un fait. Le ciel est bleu. L'eau est mouillée. Romain est entre 2 opportunités. C'est pourquoi il y a une formation de gestion financière dans l'accord. Et c'est pourquoi la période de remboursement est de 5 ans. Je ne demande pas l'argent demain. Je demande de la responsabilité. Chloé s'est levée.
Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. C'est comme ça que tu traites la famille. Tu pars dans tes vacances de luxe. Tu disparais pendant des mois. Et maintenant tu te pointes avec un contrat. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ma mère a pris la parole. Assieds-toi, Chloé. Nous l'avons tous regardé. Chloé avait l'air d'avoir été giflée. Le visage de ma mère exprimait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Ton frère, a dit ma mère lentement, comme si elle choisissait chaque mot avec soin, est la seule personne dans cette famille qui a toujours été là. C'est le seul qui a toujours offert d'aider sans qu'on le lui demande. Et nous ne l'avons jamais, pas une seule fois, traité de la façon dont il le méritait pour cela. Elle m'a regardé et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vu ma mère me voir vraiment. Je te dois des excuses, Olivier. De vraies excuses. Pas pour le coup de téléphone, pour tout. Mon père s'est raclé la gorge. Il avait l'air mal à l'aise, ce qui pour Henri signifiait qu'il éprouvait une émotion humaine et ne savait pas quoi en faire. Ta mère a raison, a-t-il dit. Nous nous sommes trop reposés sur toi. Ce n'était pas juste. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine quand ils ont dit ça. Je ne vais pas prétendre que mes yeux ne sont pas devenus un peu humides, mais j'ai tenu bon parce que ce n'était pas le moment de craquer. C'était le moment d'un nouveau départ, et les nouveaux départs nécessitent d'avoir les idées claires. Chloé s'est rassise. Elle pleurait. De vraies larmes cette fois, pas du genre théâtral. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. Je veux dire, je savais que tu aidais, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Parce que personne ne m'a demandé, ai-je dit, sans colère, juste avec la vérité. Romain, à son crédit, a regardé l'accord et a dit, je vais le signer et je vais suivre la formation. Puis il m'a regardé et a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit de toutes les années où je l'avais connu. Merci, Olivier, et je suis désolé. Ils ont signé les 2 copies. Mon père a signé en tant que témoin. Ma mère a regardé toute la scène avec la main sur la bouche, et quand ce fut terminé, elle s'est approchée de moi et m'a pris dans ses bras. Un vrai câlin, le genre qui dure assez longtemps pour que vous le sentiez dans vos os. C'était il y a 4 mois. Chloé et moi avons plus parlé au cours des 4 derniers mois que pendant les 4 années précédentes. Ce n'est pas parfait. Nous ne sommes pas soudainement les meilleurs amis qui se font des confidences tous les jours, mais elle m'a appelé pour mon anniversaire le mois dernier. La première fois qu'elle s'en souvenait sans qu'on le lui rappelle, et elle a dit, je sais que j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. Je vais essayer. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. Romain en est à 3 semaines de sa formation financière, et selon Chloé, il s'y investit vraiment. Il a obtenu un emploi dans une entreprise de logistique. Pas prestigieux, mais stable avec des avantages et un salaire qui arrive à temps. Mes parents ont renégocié le contrat de location de la maison, et Chloé et Romain paient maintenant quelque chose de plus proche de la valeur marchande, ce que Chloé a d'abord contesté puis accepté lorsqu'elle a réalisé que c'était à ça que ressemblait la vie d'adulte. Mes parents et moi sommes dans une situation différente de ce qu'elle était. Pas pire, pas entièrement meilleure, juste différente. Plus honnête. Ma mère a commencé à me poser des questions sur mon travail. Elle pose vraiment des questions et écoute les réponses. Mon père n'est pas doué avec les mots, mais il s'est présenté à mon bureau la semaine dernière avec un sac de Bagel et a dit, j'ai vu cet endroit en venant. J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. Pour Henri, c'est fondamentalement un sonnet. Le projet au travail est en avance sur le calendrier. Mon équipe est incroyable. Stéphane m'a emmené manger un steak la semaine dernière et a dit, je t'avais dit qu'ils avaient de la chance de t'avoir. Maintenant tout le monde le sait. Cordélia a mentionné le mot associé dans une réunion le mois dernier. Et même si je ne veux pas porter la poisse, disons juste que je n'ai pas détesté entendre ça. Et Garance, ma merveilleuse, patiente et brillante Garance, qui a vu clair dans les absurdités de ma famille bien avant moi et qui m'a aimé de toute façon. Mardi dernier, elle est rentrée du travail et m'a trouvé dans la cuisine en train de tenter de recréer un plat de pâtes que nous avions mangé à Athènes. C'était terrible, genre vraiment mauvais. Elle a mangé toute l'assiette et m'a dit que c'était le meilleur repas qu'elle ait jamais eu. Et quand je l'ai traitée de menteuse, elle a ri et a dit, d'accord, c'est affreux. Mais tu l'as fait pour moi, et c'est ce qui compte.
Nous planifions déjà notre prochain voyage. Le Portugal, cette fois. Et cette fois, quand mon téléphone sonnera la veille, je n'hésiterai pas. Je sourirai, le laisserai sonner, et j'irai dormir à côté de la femme qui m'a appris que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Alors, ouais. 43 appels manqués, 27 SMS, un message vocal qui commençait par « J'espère que tu es content ». Je le suis, maman. Commentaire, je suis toujours touché de voir à quel point il est difficile de dire non à ceux que nous aimons. Poser des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais une preuve de respect envers soi-même. Nous portons souvent le poids des responsabilités des autres par peur de décevoir ou d'être rejetés. Apprendre à se choisir est une étape essentielle pour guérir et retrouver sa propre paix intérieure. La véritable gentillesse consiste aussi à laisser les autres assumer les conséquences de leurs propres choix. Une relation familiale saine doit reposer sur l'équilibre, le respect mutuel et la reconnaissance. J'espère que ce partage vous donnera le courage d'écouter vos propres besoins sans culpabiliser. Vous avez le droit de protéger votre espace mental et de construire une vie qui vous rend sincèrement heureux. Prenez soin de vous, car votre bien-être est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.